Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un des plus grands acteurs comiques français. Mais comique l'était-il dans la vie? Et quelle maladie d'amour coulait dans ses veines? Allez, c'est par ici! Louis de Funès de Galarza est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Il est issu d'une famille castillane, une région d'Espagne. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, était avocat avant d'arriver en France. Mais son diplôme n'étant pas reconnu en France, il s'improvisa diamantaire. Sa mère, Léonore Soto Reguera, vient d'une famille bourgeoise. Louis est leur troisième enfant. Il a une sœur, Marie, et un frère, Charles. Tu sais quoi? Eh bien, au début des années 30, Louis il a 16 ans et son père va faire croire qu'il s'est suicidé alors qu'il est parti s'installer au Venezuela pour faire prospérer ses affaires. Sa femme, apprenant le mensonge, a été le chercher. Elle l'a ramené rongé par la tuberculose. Il va mourir 4 ans plus tard, seul, ruiné en Espagne. C'est André qui me l'a dit. Sa mère était une femme de caractère et il disait que sans le savoir, elle avait le génie des planches. C'est d'elle que Louis tiendra son sens de la comédie. Elle lui apprendra le piano dès son âge de 5 ans. En 1924, il passe son enfance à Villiers-sur-Marne et à 10 ans, il part rejoindre son frère en internat. Et ils ne pourront en sortir que 4 fois par an. Ça se passe mal pour lui à l'internat. Il se fera harceler. Alors pendant ces 3 années, le petit bonhomme qu'il était va devoir apprendre à se défendre très tôt et même de ses professeurs. Son arme principale, l'humour. Mais il aime bien aussi pêcher à la ligne et dessiner. À 12 ans, Louis va monter pour la première fois sur scène à l'occasion d'un spectacle pour les 50 ans de son collège. En 1932, pas très bon élève et sans conviction, il va suivre les traces de son frère et rentrer à l'école professionnelle de la fourrure. Oh no, there's a bear in my bed! Nope. Chuck Testa. Il sera viré pour chahutage. Il sera ensuite comptable, étalagiste et décorateur, viré à chaque fois. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Donc on l'inscrit à l'école technique de photographie et de cinéma où il choisira la section cinéma. Encore viré pour incendie volontaire. Alors après il va être au chômage, puis il sera pianiste de jazz. Viré encore. En 1936, Louis va se marier avec Germaine Carroyer à Saint-Étienne. De cette union naîtra Daniel en 1937. Le couple va se séparer en 1939 après 3 ans de mariage, mais le divorce ne sera prononcé qu'en 1942. En 1939, la guerre commence. Louis a 25 ans. Il est déclaré inapte au service actif, mais apte au service passif. Ouais, il est réformé à cause d'une tuberculose qu'il n'avait même pas d'ailleurs. Le service médical s'était trompé. Ils avaient confondu 2 dossiers radiologiques. Alors ils l'ont envoyé faire de la manutention et du terrassement. En 1942, il a 28 ans. Et ça y est, il veut devenir comédien. Alors il va préparer le concours d'entrée au cours Simon. Il est pris, mais n'y restera pas très longtemps. Il y rencontre Daniel Gélin qui lui permettra de commencer sa carrière un petit peu plus tard dans la pièce L'Amant de paille. En 1943, Louis se remarie avec Jeanne-Augustine Barthélemy. Ils vont habiter un petit 2 pièces au 42 rue Maubeuge à Paris. Et en 1944 naîtra son 2e fils Patrick et en 1949 son 3e Olivier qui jouera 6 fois au cinéma avec lui. En 1945, il a 31 ans et toujours grâce à Ma Chance, c'est le surnom qu'il donnait à Daniel Gélin, il joue dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly. Il a un petit rôle de portier, mais ce sera sa première réplique au cinéma. Ah, non, pas la peine. Tu vas voir. Après, c'est plus de 140 films et il deviendra un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français. On lui décernera la Légion d'honneur, mais bizarrement, il n'aura qu'un César d'honneur en 1980 pour l'ensemble de sa carrière. Jeanne, sa femme, a joué un rôle très important dans sa carrière. Elle était une sorte d'agent, mais un petit peu trop présente et directive, ce qui plaisait pas du tout dans le milieu. Il paraît même que sur le tournage de La Grande Vadrouille, Bourvil aurait demandé à ce qu'elle ne soit pas présente sur le plateau. C'est elle qui a choisi Claude Jansac, l'actrice qui jouait toujours sa femme à l'écran. Claude expliquait que seule sa femme pouvait le calmer et le gérer quand il faisait une crise. Mais il semblerait qu'il ait eu une liaison régulière avec Macha Béranger durant les 13 dernières années de sa vie. Selon son biographe Jean-Jacques Géloblanc, dans sa vie privée, Louis n'était pas très drôle et ses compagnons de cinéma, acteurs, producteurs, l'appréciaient pas des masses. En fait, il avait un capital sympathie auprès du public. Louis était très timide et très économe. Il en manque une. Mais il n'aimait pas aller rejoindre les collègues pour aller boire un verre après les tournages. Non. Il préférait aller cultiver son potager et ses roses. Et d'ailleurs, une rose porte son nom.
En 1983, à Noël, il est en vacances en famille à la montagne. Mais l'altitude le fatigue beaucoup, alors il décide de rentrer dans son château de Cellier en Loire-Atlantique. Le soir du 27 janvier, il se sent très fatigué, alors il va se coucher. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette grande fatigue est due au fait qu'il est en train de faire son 3e infarctus en 7 ans. Louis est mort à l'aube de ses 70 ans au centre hospitalier universitaire de Nantes. Mais en quoi, me diras-tu, cette histoire d'amour est folle? Après tout, il a été marié que 2 fois, hein. Rien d'extraordinaire dans le monde du showbiz. Mais c'est dans sa façon d'aimer que se logeait la folie. Il disait « Mon pire défaut, c'est la jalousie maladive qui vous tord l'estomac. » Tout au long de sa vie, il n'a jamais réussi à se rassurer. Je ne te parlerai pas ici de la jalousie envie, celle qui te renseigne sur tes besoins. La voiture d'un pote, ses fringues, son appart. Donc là, soit tu achètes les mêmes trucs que lui, moi aussi je voudrais des trucs. soit tu perds beaucoup d'énergie à le critiquer. Non, là je vais te parler de la jalousie dans la relation amoureuse. Elle est d'ailleurs souvent considérée d'emblée, à tort, comme une émotion malsaine. En réalité, il s'agit d'une émotion comme une autre, certes complexe, mais ni saine ni malsaine. Elle a pour fonction de nous renseigner sur nos besoins. Mais ce qui pose problème avec la jalousie, comme avec certaines autres émotions d'ailleurs, c'est plutôt les conduites morbides et dangereuses qui en découlent souvent. La jalousie qui accompagne le sentiment amoureux est fondée sur la crainte que l'objet de son amour préfère quelqu'un d'autre. Dans ce cas, elle vient avec ses copines préférées, la passion, la colère, la frustration, la douleur et l'angoisse. Coucou. Des sentiments pas très cool. On a coutume de dire qu'on n'est jaloux que de ce que l'on aime. La jalousie serait-elle indissociable du sentiment amoureux? L'écrivain espagnol Cervantes résume cette idée en disant « La jalousie est le tyran du royaume de l'amour ». En tout cas, la jalousie amoureuse se retrouve dans toutes les structures de personnalité, mais quand même plus souvent chez les personnes sujettes à l'anxiété. Généralement, on distingue 3 formes de jalousie. La jalousie concurrentielle, c'est celle que tu peux ressentir quand tu as été trompé. Et là, c'est déferlement de sentiments violents vis-à-vis de ton ou ta partenaire ou ton ou ta rivale. C'est la forme de jalousie le plus souvent rencontrée. Pour en guérir et te sentir apaisé, il te faudra du temps et tu passeras par différentes phases. Les mêmes que lors d'un processus de deuil. Et quand tu en seras à la phase d'acceptation, tout ira mieux. Tu te sentiras soulagé. Mais attention, il t'appartiendra de vouloir en guérir. Parce que si tu focalises ta haine sur ton ou ta partenaire ou ton ou ta rivale, que tu ne respires plus que haine sur fond de culpabilité, parce que tu aurais dû faire ceci ou cela et que cette perte d'estime de toi, tu la ressasses à l'infini, il se peut malheureusement que tu n'en guérisses jamais. Ce qui est triste dans cette impossibilité de lâcher prise, c'est qu'elle t'empêchera d'être heureux ou heureuse dans l'histoire d'amour qui est faite pour toi avec le bon ou la bonne partenaire de vie. La jalousie projetée, alors celle-là, elle n'est pas banale et assez fréquente. La jalousie projetée, c'est quand tu soupçonnes l'autre d'être infidèle parce que toi-même tu es infidèle ou tu as des pulsions d'infidélité que tu refoules. Alors première étape, identifie ça. Sois suffisamment honnête avec toi pour en faire le constat. Et deuxième étape, interroge-toi. Pourquoi as-tu envie ou besoin d'aller voir ailleurs? Et puis, quelle forme d'infidélité as-tu en tête? L'infidélité est très souvent associée au plaisir des corps, mais elle peut être aussi affective et émotionnelle. Tu sais, quand tu es tout excité de passer de plus en plus de temps avec une personne autre que celle qui partage ta vie, quand tu lui confies tes petits secrets, ou que tu lui racontes les problèmes que tu as dans ton couple, quand tu parles tout le temps d'elle, ou au contraire jamais, bref, quand tu sens qu'il y a un malaise et que c'est pas clair. Ce sont des liaisons dangereuses qui mènent à un attachement affectif qui peut facilement basculer vers une intimité physique. Et puis des fois tu y penses, mais tu le feras pas pour autant. En tout cas, il est toujours intéressant d'essayer de comprendre seul ou accompagné d'un professionnel de santé pourquoi tu es parasité par ce type de sentiment. La jalousie délirante. Alors celle-ci, elle n'est pas piquée des hannetons. Elle nécessite forcément l'accompagnement d'un professionnel de santé, enfin si la personne a pris conscience de sa pathologie. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. Avec cette forme de jalousie, on rentre dans ce qu'on appelle un état psychopathologique sévère. Et elle représente une des formes classiques de la paranoïa. Ce délire chronique de jalousie est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. C'est comme ça. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, la personne a la conviction profonde d'être trompée. C'est sûr, c'est le dindon de la farce. Et le plus souvent, sans aucun signe particulier. Aucune preuve. Il ou elle reste complètement adapté et cohérent dans les autres secteurs de sa vie. Et c'est en ça que c'est difficile d'admettre qu'on est atteint de ce trouble. Pour Freud et Lacan, ce délire de jalousie serait le combo d'un désir d'infidélité projeté sur le partenaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'intérêt homosexuel pour le ou la rivale. Bon, ça c'est leur explication. Mais le fait est que c'est en partie à cause de cette pathologie qu'un très grand nombre de féminicides est commis. Si il ou elle pense détenir une preuve de la trahison, il ou elle peut devenir très violent. Tiens! Une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le ou la partenaire joue un rôle dans l'apparition de la jalousie? Dans le cadre de la jalousie délirante, non, pas trop, parce que peu importe le ou la partenaire, de toute manière, le délire va se construire.
Tu pourras essayer de te défendre de ces accusations, mais rien n'y fera. La persécution que tu endureras ira crescendo. Il faudra tout faire pour te protéger et essayer d'accompagner ton partenaire vers le soin. Dans le cas des autres formes de jalousie, là, c'est autre chose. Ton attitude pourrait la déclencher. Si tu manques de confiance en toi et que tu cherches à te justifier par tous les moyens de quelque chose que tu n'as pas fait, en gros, si tu te désignes comme un coupable potentiel alors que tu n'as rien fait, tu mets en place le décor sadomasochiste dans lequel la pièce scène de jalousie va pouvoir se jouer et tu seras très longtemps à l'affiche. Il faut bien que tu distingues deux choses. Le cercle vicieux vers lequel la jalousie peut t'entraîner, c'est lorsque tu confonds l'amour avec le désir de toute puissance ou d'emprise que tu veux exercer sur ton ou ta partenaire. Tu dois savoir aussi que des difficultés sexuelles au sein de ton couple peuvent être à l'origine de l'apparition de la jalousie. Et malheureusement, pris au piège de ce sentiment l'un comme l'autre, vous ne pourrez prétendre à une sexualité épanouie. Cercle vicieux. Mais la petite dose de jalousie, celle que l'on ressent quand on aime, peut te permettre d'être attentif et de faire en sorte de ne pas le ou la perdre. Elle permet d'alimenter la relation et d'avoir accès à la meilleure version de toi-même. Et là, votre couple entrera dans un cercle vertueux. Et toi, quelle sorte de jaloux es-tu? Dis-nous ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Bis à tous!